Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci beaucoup d'être avec nous sur Chauffard. Bonjour Raph Kling. Bonjour à vous et merci de m'inviter. Voilà, on initie donc pour Chauffard un entretien mensuel qui va être consacré à ce qu'on a appelé les grandes questions du moment. Voilà, c'est une question large, mais qui va nous permettre de, 2 fois par mois, nous intéresser à ce qui se passe. Tout reste recouvert aujourd'hui par ce qui est advenu le 7 octobre, sur la guerre en cours encore à Gaza. Alors, à propos du 7 octobre, on a parlé pour essayer de le qualifier, cet événement de pogrom, notamment de pogrom. Vous aviez proposé d'ailleurs de titrer cette séquence de Kishinev à Be'eri. Alors, en quoi la comparaison avec un pogrom est-elle fondée? En quoi elle ne l'est pas, de Raph Kling? Alors, d'abord, quand on voit les images de ce qui s'est passé là-bas, on a du mal à pas faire le rapprochement. Je pense que c'est venu à l'idée de tout le monde. Tout celui qui a une petite conscience historique de l'histoire du peuple juif de ces, on va dire, 150 dernières années, ne peut pas, en voyant ça, en écoutant ce qu'on a écouté, en voyant également à la fois les méthodes utilisées par les pogromistes et à la fois les méthodes utilisées par ceux qui essayaient de leur échapper, on ne peut pas ne pas faire le rapprochement. On a l'impression de revivre des moments qu'on croyait définitivement oubliés et qui étaient censés disparaître de l'histoire du peuple d'Israël. Et c'est vrai que les pogroms de Kishinev, pour parler d'eux, qui ont eu lieu en 1903, si je me souviens bien de la date, c'était un peu ça, c'est-à-dire des non-juifs antisémites qui rentrent pour tuer du juif le plus possible, de la manière la plus cruelle possible, et des juifs qui n'ont pas d'autre choix que d'essayer de trouver un refuge, un abri quelque part pour échapper au sadisme et à la volonté destructrice des pogromistes. Donc de ce côté-là, je pense qu'on a tous pensé à ça. On s'est tous dit, voilà, ça recommence, quoi. Ça recommence. Ça, c'est sur le coup de l'émotion, qui est évidemment plus que sincère et qui nous a tous pris à ce moment-là. Et puis, avec le recul un petit peu, puisque maintenant, ça fait quand même quelques semaines ou quelques mois que les choses se sont passées, on arrive à comprendre non pas seulement qu'est-ce qui nous rappelle l'époque des pogroms de Tutsa et même l'époque des années noires de la Shoah, et de voir la différence entre cette époque-là et notre époque, malgré tout. Et que quelquefois, lorsque les choses se ressemblent, leurs différences sont encore plus évidentes, paradoxalement. Et la différence, c'est que, si vous voulez... Oui, quelles sont ces différences? Non, c'était la question de savoir, est-ce que vous pouvez nous dire la différence ou les différences? Il y en a plusieurs, mais disons que je pense que la différence essentielle, c'est que en imaginant un pogrom en Russie tsariste le 7 octobre, il aurait été suivi le 8 par un deuxième pogrom. Vous savez que les pogroms en Russie, en général, c'était comme ça. C'est-à-dire c'est commencé quelque part, puis ça s'étendait un peu partout. Ça commence à Kishinev, ça termine à Odessa, puis ça passe par toutes les autres villes, les communautés juives, parce que ça donne des idées, parce que voilà, et parce que si ça marchait quelque part, pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que en général, les 7 octobre de l'époque, ça c'était suivi par des 8 octobre, des 9 octobre, des 12 octobre, etc. Et c'est là qu'on voit évidemment la grande différence. Et naturellement, il n'y avait pas de riposte non plus possible. C'est ça. C'est-à-dire que les goïms antisémites sont restés des goïms antisémites. Je ne généralise pas évidemment tous les goïms, je précise, les goïms qui sont antisémites sont restés antisémites. Mais ce qui a changé, c'est les juifs. Les juifs ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que, évidemment, sur le moment même, tu es bien obligé de te planquer pour essayer de survivre. Mais seulement après, et pas seulement à partir du 8 d'ailleurs. On sait de plus en plus ce qui s'est vraiment passé le 7, et je vais revenir dans un instant. Mais à partir du 8, c'est une évidence. C'est-à-dire que tout à coup, le pays s'est rappelé qu'il était un pays et que l'armée, c'était une armée, et que l'armée avait les moyens de se défendre et qu'elle était là pour ça. Et que contrairement à ce qu'on a pu entendre sur un certain nombre de moyens de communication, de presse en Europe, c'est pas du tout une volonté de vengeance ou de vengeance uniquement. Il n'y a que le mot vengeance dans ce contexte-là ne paraît pas être un bon mot. Mais ce que fait Israël depuis le 8, c'est pas essentiellement mu par une volonté de vengeance, mais c'est d'abord mu par une volonté sécuritaire, c'est-à-dire qu'ils comprennent bien que justement, on n'est plus à Kishinev. Et on n'est plus ni à Kishinev, ni à Mauthausen, ni ailleurs,
et que ce qui s'est passé à l'époque ne peut plus se passer parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé depuis, c'est que les Juifs se sont repris en main et ont décidé de prendre leur destin dans les mains et ne se contentent plus de faire des prières, des télim, ce qui est très important. Vous n'avez pas demandé à un barbu comme moi de minimiser l'importance des prières et des psaumes, mais les prières et les psaumes, c'est comme les prières et les psaumes qu'on fait quand on va chez le médecin. Ça remplace pas le médecin et ça remplace pas l'armée, et ça remplace pas la défense. Et là, on s'est aperçu tout d'un coup que lorsque la communauté d'Israël, le peuple d'Israël, d'ailleurs en Israël comme en diaspora, et le gouvernement israélien et l'État d'Israël en général, quand ils ont une volonté très claire que ce genre de choses ne se reproduisent plus jamais, eh bien, ils se donnent les moyens d'y arriver. Et c'est ce à quoi on assiste, en effet, depuis le 8. Et c'est ça la grande différence, évidemment, avec les périodes de l'histoire plus ou moins récente. C'est-à-dire la capacité, la volonté d'abord, et la capacité ensuite de répondre comme il faut répondre. Et je sais pas si tous les auditeurs sont au courant, mais après justement Kishinev, il y avait un certain Chaim Nachman Bialik qui était déjà connu comme étant un grand écrivain et israélien, enfin israélien. Il n'est pas encore d'Israël, mais enfin du mouvement sioniste national. Et après d'ailleurs on l'a appelé jusqu'à aujourd'hui le Sofer Leumi, c'est-à-dire l'écrivain national d'Israël. Ce Chaim Nachman Bialik a écrit un texte qui avait fait sensation à l'époque, mais alors vraiment sensation, parce que tout le monde y allait de ses larmes habituelles, que ce soit chez les Juifs ou chez les non-Juifs bien intentionnés. En France et en Europe, il y a eu des meetings où les gens importants, les intellectuels importants, les écrivains importants se prononçaient. On dit tout ce qu'ils pensaient sur la Russie de Tsari, sur ce qui était insupportable, etc. Mais lui, il a écrit un truc qui allait à l'encontre de tout ça. Et ça avait choqué évidemment énormément de gens. Il avait dit, dans son fameux poème, où il raconte ce qui s'est passé là-bas, en fait, il montrait à quel point il avait honte du fait que les Juifs là-bas se sont laissés massacrer sans réagir, et que ça prouve à quel point le peuple juif est dans un état de délabrement moral infini, et qu'il est temps que ça change. Et il y avait dans cette volonté non censurée de dire ce qu'il pensait, non seulement des bourreaux, ce que tout le monde disait, enfin, tous les gens normalement constitués disaient, la critique qu'il faisait non seulement des bourreaux mais également des victimes, ça a été un grand choc. Certains ont dit qu'il exagérait, que c'était pas décent, on peut pas parler comme ça des gens qui se font massacrer. Et pour d'autres, ça a été un réveil justement, un réveil de la conscience nationale juive. Là, il est temps qu'on crée une autodéfense, qu'on essaie de se débrouiller. Et ça a été un texte fondateur du mouvement sioniste. Malgré cela, effectivement, ce que vous dites, on souligne aussi l'une des dimensions du 7 octobre, à savoir que précisément ce qui ne devait plus arriver est tout de même arrivé en Israël même. Ça fait partie aussi du choc qui a été subi. Oui, il faut bien comprendre la raison pour laquelle, en effet, toute la société israélienne a été à ce point retournée, bouleversée. Parce que évidemment, des attentats terroristes, on en a connu, des victimes des opérations militaires, on en a connu. Il y a même, il n'y a pas si longtemps, enfin moi j'étais déjà en Israël à l'époque, à propos de la première intifada, ou la deuxième intifada, où il y a je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des bus qui explosaient pratiquement tous les jours. On avait peur, moi je me souviens, on avait peur d'ouvrir la radio, parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer comme catastrophe aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est des pizzerias à Jérusalem qui explosaient, des bus, des trucs, le fameux hôtel le soir de Pessah à Netanya, etc., etc. Et c'était sans arrêt, quoi. Et donc, c'est pas, évidemment qu'on a été bouleversé à l'époque et qu'on est bouleversé également aujourd'hui de la même manière. Mais ce qui était le point nouveau qu'il y a eu cette fois-ci, c'est pas seulement l'étendue, c'est-à-dire le nombre de victimes en une seule journée, mais c'était aussi le fait que cette volonté cette attitude pogromiste, c'est pas seulement faire sauter dans une pizzeria et faire des victimes, mais prendre les gens et leur faire subir tout ce que nos ennemis nous ont fait subir à ce moment-là. On pensait vraiment, et c'est la base de tout le sionisme finalement. C'est pour ça que l'État d'Israël a été créé, dans le fond, en y réfléchissant bien. C'est pour éviter que ça puisse on pensait tous qu'avec un État souverain, avec une possibilité de contrôler les frontières, etc., ce genre de choses ne pouvait plus arriver.
Et c'est vrai que la riposte nous a montré qu'on n'est plus des pauvres juifs qui attendent le prochain coup. C'est vrai, et heureusement. Mais ça ne peut pas effacer complètement, je suis d'accord avec vous, le fait que cette journée-là, on était absent. C'est-à-dire l'État, en tant qu'État, était absent. Quoique, et c'est la deuxième chose que je voulais vous dire quand même, cette idée qu'on a eue que le 7 octobre, on s'est tous fait massacrer sans réagir, elle n'est pas juste en fait. On s'aperçoit au fur et à mesure que le temps passe et qu'on apprend ce qui s'est vraiment passé, qu'il y a eu un nombre impressionnant d'Israéliens, soit militaires, soit pas militaires, qui ont pris du temps pour réagir, ce qui est normal. Mais une fois qu'ils ont compris ce qui se passait, c'est-à-dire en fait, le problème c'était la surprise, c'est-à-dire que au début on comprenait même pas ce qui se passait, on était perçus, on voyait des gens, et en plus ils étaient habillés comme des militaires israéliens, donc ça a pris du temps pour qu'on comprenne ce qui se passe. Mais au moment où on a compris ce qui se passe, il y a eu des moments de bravoure extrêmes où des gens ont sauvé physiquement des dizaines et même plus de juifs qui étaient en danger, et ensuite les gens qui ont pris leurs armes, enfin vous connaissez ces histoires, ça a commencé à venir et puis il y en a de plus en plus. On entend un type qui allume son WhatsApp ou qui entend à la radio qu'il se passe quelque chose dans le sud. Il prend sa voiture, il prend l'arme qu'il a à la maison et il fonce vers le sud pour essayer de faire quelque chose. Et là, il y a des moments de bravoure extrême dont l'histoire n'a pas encore été complètement racontée, mais je suis persuadé qu'un jour, on saura tout. Il y aura des livres, il y aura des films là-dessus qui montrent qu'en effet, c'est plus Kishinev. C'est pas Kishinev. À Kishinev, il y a un genre de choses. Et donc, à partir du 8, c'est sûr qu'on n'est plus dans Kishinev, mais à partir du 7 aussi, quand on sait vraiment ce qui s'est passé et à passer le moment de surprise, il y a eu un réflexe. Ce qui est vrai, et c'est ça qui perturbe tellement les Israéliens, à juste titre, ce qui est vrai, c'est que ça a pris beaucoup de temps à l'État en tant qu'État, à l'armée en tant qu'armée, et qu'il y a eu des initiatives individuelles, y compris de soldats et surtout de civils, qui ont freiné. Finalement, quand vous réfléchissez, je vais dire une chose horrible, on est bien obligé. Quand vous réfléchissez en voyant le nombre de terroristes qui sont rentrés, les terroristes professionnels qui ont été fabriqués pour ça, qui ont été entraînés pour ça, et également des civils de Gaza qui ont profité de l'occasion pour se faire la main sur du juif, pour se faire du juif, si vous voulez. On parle de, on ne sait pas exactement combien il y en avait, mais enfin, je sais pas, on parle en ce moment de 3000, 3500, 4000, je ne sais pas exactement. Et ils étaient tous armés jusqu'aux dents. C'est pas qu'ils n'étaient pas venus avec une petite grenade, ils sont venus avec des trucs anti-chars, avec des trucs machin, etc. Et quand vous pensez que finalement, il y a eu 1400 morts, ce qui pour nous est énorme, énorme. Mais quand vous regardez finalement des gens qui ont été surpris, des civils qui ont été surpris dans une fête, ou chez eux à la maison dans un kibbutz, ou à Sderot, quand ils étaient au Beth Knesset, et que vous voyez que finalement, ces 3000, 3500 terroristes armés jusqu'aux dents ont réussi à tuer, à massacrer et je mets plein de guillemets, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là, que 1400 par rapport à ce que statistiquement ils auraient pu faire, malgré tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juifs sont plus les mêmes juifs, et qu'il y a eu quand même, dès qu'on a compris l'ampleur de la chose, et avec les moyens qu'on avait du bord, il y a eu cette réaction instinctive de se défendre et pas de se laisser faire. Ouais. Et c'est pour ça qu'il dit que les juifs ont changé. Les juifs ont changé d'abord parce qu'ils ont une armée qui est capable de porter le combat dès le lendemain en territoire ennemi, mais également les juifs ont changé parce que cette volonté de ne pas se laisser faire et de réagir, quel qu'en soit le prix, et malgré la surprise du départ, c'est quelque chose qu'on a pu ressentir en fait dès le début. Rav Kling, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir s'il y a un sens à cette épreuve pour Israël? Je ne sais pas si il y a deux façons de comprendre votre question, et je ne sais pas à laquelle vous faites allusion. Quand on dit quel est le sens, il y a d'abord quel est le sens sur le plan humain, qu'est-ce que nous on devrait en tirer comme conclusion, et quel sens devrions-nous lui donner, ne serait-ce que rétroactivement. Et puis, quand vous parlez à un barbu avec une kippa sur la tête, je suppose qu'il y a peut-être aussi chez vous cette volonté de dire, est-ce que, en tant qu'homme croyant, etc., est-ce que vous êtes capable de donner un sens un peu plus mystique, enfin, disons théologique, à ce qui est en train de se passer. Alors, et ces deux questions qui sont différentes, c'est pas la même question. Bon, alors, allons-y pour les traiter successivement, si vous voulez. Toutes sont intéressantes, je pense. Merci d'avoir clarifié, en tout cas, le propos. Évidemment, de façon synthétique, si c'est possible. Voilà. Alors, écoutez, je vais vous dire d'abord que
sur le deuxième plan, les choses sont très délicates. Et donc, je vais en parler, je ne vais pas avoir l'impression de me dérober, donc je vais en parler, mais je vais en parler après. La première, sur le plan humain, si vous voulez, je pense que le peuple juif a eu exactement la réaction qu'il devait avoir, et que rétroactivement, cette réaction-là a donné un sens à ce qui s'est passé avant, sans dire que c'est à cause de ça que ça s'est passé, mais tout à coup, le peuple a réagi de manière saine et instinctive, sans que personne ne lui dise « c'est ça qu'il faut penser », en se disant si c'est comme ça, on va être unis. C'est-à-dire qu'ils ont compris que ça s'est passé non pas seulement, non pas essentiellement, parce que nous avons été surpris, parce que les renseignements n'étaient pas prêts, parce que l'armée était négligente, parce que le gouvernement pensait que le Hamas n'oserait jamais, etc. Ce sont des raisons valables, mais qui ne rentrent pas sur le fond du problème réellement. Le fond du problème, c'est que nos ennemis ont compris à quel point les mois qui ont précédé le 7 octobre ont été des mois, et même en fait une année entière, et même peut-être un peu plus aussi, désastreuses pour l'unité d'Israël, et que les gens ont compris également, les Juifs ont compris également que l'unité d'Israël, c'est pas seulement un problème stratégique, dans le sens l'union fait la force, plus on est unis et mieux c'est ira, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est la raison d'être même de l'État d'Israël et du fait que nous soyons réunis de 70 pays différents, un peu plus en fait la vérité, de 70 langages différents, et qu'on est venu faire quelque chose en commun, parce que ce qui nous rassemble est infiniment supérieur à ce qui nous sépare, et que la légèreté avec laquelle on s'est permis de s'entre-déchirer dans les mois qui ont suivi, et ça a culminé évidemment avec ce qui s'est passé à Kippour à Tel Aviv, mais pas que, ça a été... on a tout de suite compris que c'est ça le problème. C'est ça que je veux dire. Même, on n'a pas besoin d'être un grand mystique pour ça, un grand religieux pour ça. Ça n'a rien à voir. C'est une question d'instinct israélien et juif, très profondément juif, qui dit, voilà, ici, on est allé trop loin, nos ennemis ont profité de ça, ils ont exploité cette faiblesse, et donc, la réaction que nous devons avoir, à part la réaction militaire, évidemment, c'est mettre tout ça de côté et redevenir une nation. Et cette unité retrouvée, Rafkin, parce que c'est la question aujourd'hui, hein. Est-ce que c'est durable? Est-ce que les des mots vont revenir très vite après, dès que la situation sera stabilisée? Qu'est-ce qui peut avoir changé fondamentalement, à gauche comme à droite, chez les religieux comme chez les laïcs, etc., dans ce combat qui était mené avant le 7 octobre? Est-ce que vous avez le sentiment que tout ne reprendra pas exactement comme avant, et pourquoi? Alors, j'ai bien aimé la fin de votre question, le sentiment que tout ne reprendra pas exactement comme avant. Parce que la vérité, il faut bien le dire, les démons sont déjà en train de revenir. Et tout celui qui sait lire, et plus uniquement entre les lignes, mais réellement qui voit ce qui est en train de se passer, c'est très bien que nos divergences ne vont pas disparaître, et que notre conviction que l'autre, parce qu'il pense autrement, en fait, il est nuisible pour la survie de l'État, ce qui entraîne donc une manière de parler qui a dépassé les bornes. Ça, c'est déjà en train de revenir, mais, et c'est le optimiste que je voudrais dire, je vous rejoins sur le fait que malgré tout, le traumatisme était tellement grand que même si on revient progressivement à de nouveau une segmentation de la société israélienne suivant toutes sortes de catégories, malgré tout, il y a quelque chose qui va nous empêcher ce que je veux dire par là, c'est que les extrêmes des deux côtés vont rester violemment extrêmes et on aura l'impression qu'ils n'ont rien compris, mais entre les deux extrêmes, le nombre de gens qui pensent, qui ont compris qu'on ne peut pas se permettre, étant donné ce que nous sommes et étant donné où nous vivons, on ne peut pas se permettre de continuer les divisions jusqu'à ce point-là. Je pense, en effet, je suis d'accord, je pense que le nombre de ces gens-là qui sont prêts à discuter, mais de manière mechoubédet, comme on dit ici, c'est-à-dire en respectant la personne et les idées de l'autre, tout en pensant qu'il a tort, je pense que ce nombre-là va grossir. Il y aura beaucoup plus de gens qui seront conscients du danger de redevenir ce que nous étions il y a quelques mois. Pour essayer de spécifier, je vous fais cette proposition. On avait le sentiment que du côté de la gauche,
il y avait une volonté de nier la particularité d'Israël pour accéder à un universel tout de suite, sans passer par ce stade, de devenir un État comme un autre. Du côté de la droite, il y avait plutôt l'idée qu'on privilégiait le particularisme en oubliant parfois l'universalisme. Est-ce que aujourd'hui, par rapport à cette double notion, c'est-à-dire de l'identité particulière d'Israël et la vocation universelle par ailleurs qu'elle doit avoir, est-ce que vous avez l'impression que la jonction peut être plus facilement aujourd'hui résolue parce que sur ces questions, les deux camps vont avoir changé quelque peu leur logiciel, vont être obligés de changer leur logiciel? Oui, c'est en effet mon espoir, notre espoir, et je pense qu'il est basé sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette tension. Il faut bien comprendre que dans l'histoire juive, qui est très vieille, semble certainement un des peuples les plus vieux de l'histoire, dans l'histoire juive, il y a toujours eu cette tension depuis le début entre la vocation universelle d'Israël et la manière particulariste d'y parvenir. C'était même, si vous voulez mon avis, c'était même le grand malentendu entre Dieu et Abraham. Abraham qui voulait l'universalisme tout de suite, c'est que son nom, il s'appelle Abraham parce que ça signifie Av lehamon goyim, tu seras le père d'une multitude de nations, donc il voulait se reconnaître dans il avait une tente qui était ouverte aux 4 vents, etc., etc. Et on s'aperçoit d'ailleurs que l'épreuve la plus difficile pour lui, là où il a un petit peu hésité, là où il a demandé l'avis de ses amis, c'est quand on lui a demandé de faire la Brit Mila, quand on lui a demandé sur la circoncision, parce que disait-il, pensait-il, si jamais je me distingue même physiquement des autres, comment est-ce que je pourrais ensuite avoir la même influence et essayer de faire progresser les valeurs qui sont les valeurs de l'amour du prochain, d'autrui, etc., etc. Et donc, il y a eu une petite réticence. Et je crois que le malentendu entre Dieu et lui, c'est justement que Dieu lui a dit, écoute, c'est vrai que la vocation d'Israël, finalement, elle est universelle, c'est que l'humanité progresse, que le mystique appelle le tikkun olam, c'est-à-dire que le monde soit meilleur que ce qu'il est au départ, en fait, c'est la vraie vocation d'Israël, la fonction d'Israël, mais que pour y arriver, il y a une période où il faudra bien se singulariser pour montrer que c'est possible. Et donc, cette singularisation d'Israël, elle a toujours été en tension avec cette volonté universaliste plus tard, le but ultime. Et ça a toujours été, alors dans la pratique, comment est-ce que j'arrive à la fois à réussir l'un et l'autre sans que l'un se fasse sur le compte de l'autre. Et il y a des dizaines d'exemples là-dessus, même au niveau de la halakha, etc. Comment est-ce qu'on essaie de jouer entre les deux? Donc, cette tension a toujours existé. Il est bon qu'elle existe pour pouvoir trouver un juste milieu. Et je pense que le fait qu'aujourd'hui, une partie de la société israélienne met l'accent sur le côté universaliste au détriment du côté spécifique d'Israël et que l'autre fait le contraire, ça permettra d'arriver à un juste milieu qui serait bénéfique et pour nous et pour le monde entier. Et c'était justement sur le point de ne pas pouvoir se faire tant le déchirement entre les deux manières de voir les choses était évident. Et ce qui s'est passé maintenant, je dis pas du tout que ça a été fait pour ça, ça serait un blasphème, on n'a pas le droit de dire ça, mais le fait que nous avons vécu ce que nous avons vécu, ça nous permettra, j'en suis persuadé, de pouvoir retrouver ce juste milieu entre les deux pôles qui sont tous les deux légitimes de la vocation d'Israël. Une dernière question, Raffling. Quelles conséquences pour les Juifs en diaspora? Comment, par exemple, vous interprétez les fortes hausses de demandes d'Alia, par exemple, qui sont recensées en France? Est-ce que leur statut aussi va devoir évoluer, finalement, leur perception d'appartenir au peuple juif? Écoutez, je pense que là aussi, le sursaut des communautés en diaspora est un sursaut sain. C'est-à-dire que de la même façon que les Israéliens ont réagi comme ils devaient réagir, et c'est ça qui nous donne à nous beaucoup d'optimisme sur la suite, de la même façon, les Juifs de diaspora ont également réagi dans leur grande majorité comme ils devaient réagir, et c'était pas évident. C'est pas évident quand même, réfléchissons sur ce paradoxe, qui est qu'au moment où Israël est en danger, au moment où il y a une guerre, au moment où les choses sont pas si simples, c'est à ce moment-là, justement, que dans des communautés de diaspora qui sont censées être des communautés où le juif vit librement et heureusement dans la constitution, dans le droit, etc. Voilà que le nombre de juifs qui se disent oui, mais il y a quelque chose de profondément, il y a quelque chose qui a profondément changé et on veut plus vivre ici et on fait une demande d'Alia, c'est-à-dire qu'ils vont tous la réaliser, mais
le fait d'avoir ce sentiment instinctif de dire si c'est comme ça, il faut qu'on vive là-bas, je pense que c'est une réaction saine qui va dans le sens de l'histoire et que ce qui s'est passé a servi un petit peu d'accélérateur. Écoutez, je pense que c'est pas non seulement uniquement, mais même essentiellement à cause de l'antisémitisme qui s'est propagé un peu partout, là où il y a des juifs dans le monde. Un phénomène qui arrive depuis maintenant, chaque fois qu'il y a des tensions, vous savez, en Israël, entre nous et nos voisins, pour toutes sortes de raisons, l'antisémitisme se réveille également dans les communautés diaspora. Très bien, ça on était habitué malheureusement. Mais ce qui s'est passé maintenant, cette volonté de quitter, d'arriver jusqu'à du c'est comme ça, on s'en va. Écoutez, c'est pas dû, je pense, avec les discussions que j'ai, on a tous des amis en diaspora, je pense que c'est pas dû essentiellement à ce sentiment de peur de vivre en France ou de vivre en Europe, mais également cette solidarité profonde que la diaspora ressent avec les Israéliens, en se disant on peut pas rester à l'extérieur de l'histoire lorsque l'histoire se déroule à Jérusalem, à Tel Aviv et dans le sud du pays, et que on est obligé de. Je vais vous dire, franchement, je m'excuse de parler de moi personnellement, mais ça a été exactement la raison profonde de mon aliyah. Je me rappelle très bien du jour où j'ai décidé de faire mon aliyah. J'avais 14 ans. Ça a pris du temps après pour pouvoir la réaliser, mais ça c'est un autre problème. En quelle année? Écoutez, 73. Okay, 73. Donc, en pleine guerre de Kippour, je ne sais pas si ça va intéresser les auditeurs, mais en fait, je raconte mon histoire rapidement. Je viens d'une famille religieuse, mon père était grand rabbin, etc. On était à Lyon, et la guerre de Kippour a commencé à Kippour, mais elle a continué ensuite jusqu'après Sukkot. Et nous, pendant Yom Tov, les fêtes, pendant Sukkot, on n'écoute pas la télé, on pas la radio, comme font les juifs pratiquants. Et donc, j'étais à la synagogue pour le premier jour de la fête de Sukkot. Et j'arrivais pas à me concentrer, c'est-à-dire j'avais ma tête sur le Golan, mon esprit était sur le Sinaï, je voulais savoir ce qui se passait et j'étais impossible de me concentrer sur la prière, quoi. Et à Lyon, donc là-bas au Chrétien Site, comme il y avait la grande synagogue, il y avait à une dizaine de minutes, il y avait toujours une rue piétonne qu'on appelait la rue de la République, la rue de l'Arrêt, ils appelaient ça les Lyonnais, et il y avait à l'époque un journal lumineux qui tournait, et puis toutes les demi-heures, chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait dans le monde, on changeait le journal du lumineux. C'était au-dessus du Progrès de Lyon, qui est le journal de Lyon. Et donc, à un moment, j'y tiens plus, je ferme mon livre de prière, je cours sur la rue de la République pour voir qu'est-ce qui se passe. Et puis je vois en gros dur combat dans le Golan, Israël de points, de nombreuses pertes, mais nous tenons la ligne, et puis voilà. Et je reviens et j'essaie de me replonger dans la prière. La prière en France dure longtemps, les jours de fête. Et j'essaie de me replonger et j'arrive pas. Et je repars. Et je reviens et je repars. J'ai fait ça 4 fois. 10 minutes aller, 10 minutes retour, 4 fois. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision, ado de 14 ans, quoi. J'ai pris la décision que c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que je suivrai les événements en dehors de l'endroit où ça se produit. La prochaine fois qu'il se passe quelque chose dans le pays, je serai là-bas. Je veux plus être spectateur, je veux être un acteur pour le bien comme pour le moins bien, mais je veux être acteur de ma propre histoire. Et je crois que c'est précisément ce sentiment-là qui habite aujourd'hui une partie de plus en plus importante des juifs de diaspora, en se disant c'est pas parce que c'est pas seulement, disons, parce qu'il y a des manifestations pro-palestiniennes et parce que je sens qu'il y a des agressions antisémites, etc. Ça, on a l'habitude et ça peut s'arranger avec le temps et c'est pas bon, ça va se calmer, vous voyez. Mais ce sentiment de dire bon, c'est bon, je m'en vais, j'ai compris, c'est d'abord, à mon avis, pas ce sentiment-là. On est acteur, on a la chance à notre génération de devenir pour la première fois depuis 2000 ans les acteurs de notre propre histoire. Et ça, c'est irremplaçable. Quand quelqu'un me dit mais qu'est-ce que tu dis à des gens qui hésitent pour essayer de les convaincre de faire leur aliyah? La seule chose que je peux dire, je peux pas leur dire on est plus en sécurité ici que là, c'est pas vrai. La seule chose que je peux leur dire, c'est que ici on est chez nous. Ce sentiment d'être chez soi, et une fois que tu es chez toi, tu fais tout pour que le chez toi soit le plus agréable possible, le plus épanoui possible, etc. Et tu participes à la construction de l'avenir du peuple juif. Et je crois que c'est ça qu'on est en train de vivre maintenant. J'espère que ce sentiment-là ne va pas s'évanouir après la victoire, après la grande victoire qui nous attend bientôt. Et j'espère que c'est un sentiment qui va arriver jusqu'à s'accomplir et que nous accueillerons ici des milliers, des dizaines de milliers de nos frères qui sont en appart pour des raisons plus ou moins valables.
Merci beaucoup. Merci Rav Krieg. On va rester sur cet appel que vous avez parfaitement bien resitué dans cette histoire personnelle aussi et la manière dont ça frappe effectivement les consciences, comment petit à petit cette idée de devenir acteur de son histoire progressivement avance, y compris en diaspora. On vous remercie vraiment beaucoup pour l'ensemble de ces éclairages. On vous dit peut-être à bientôt. Oui. Vous permettez une petite phrase de conclusion? Ben, je vous en prie. Bien sûr. Manitou disait, il avait une belle expression, Manitou disait que de la même façon qu'il y a des gens qui aiment faire du lèche-vitrine, c'est-à-dire regarder le magasin de l'extérieur de la vitrine et jamais rentrer pour faire ses achats, de la même façon, il y a certains de juifs qui font du lèche-histoire. Et j'ai beaucoup aimé l'expression, qui regardent l'histoire passée, mais qui rentrent à l'intérieur. Alors j'espère de tout cœur que de plus en plus de juifs arrêteront de faire du lèche-histoire et rentreront dans l'histoire elle-même. Merci encore pour ces enseignements. On vous retrouvera, j'imagine, un peu plus tard sur Shofar pour d'autres enseignements sur les grandes questions du moment. On remercie donc toute l'équipe de Shofar et merci à tous nos auditeurs pour votre attention. Merci à vous.